Bonjour, merci de me donner l'opportunité de présenter ma recherche aujourd'hui. Je suis doctorante dans l'équipe d'Andreas Schedel à l'Institut de biologie Val-Rose à Nice. Et on s'intéresse au dimorphisme sexuel du renouvellement cellulaire au sein du cortex surrénalien. Je vais commencer par une introduction. Donc, pourquoi on s'intéresse à la différence entre les sexes dans le cortex surrénalien? Donc, pour cela, il y a plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est la différence des prévalences des maladies de la surrénale entre les hommes et les femmes, notamment pour ces trois maladies pour lesquelles les femmes sont plus fréquemment affectées. La deuxième, c'est une différence au niveau histologique, et je vais revenir sur la présence ou non de la zone X dans le modèle murin entre les femelles et les mâles. Mais il y a également une différence en termes de taille, d'épaisseur de la zone fasciculée, qui est plus épaisse chez les femelles que chez les mâles. Et enfin, il y a une différence au niveau entre mâles et femelles, au niveau du développement de différents phénotypes, dans le cas de suractivation de la voie de Wnt bêta-caténine, mais également dans le cas de knockout comme YAPTase et respondin 3, pour lesquels les mâles présentent un phénotype plus important que les femelles. Donc, juste brièvement, le développement du cortex surrénalien. Donc, au départ, il y a la crête urogénitale qui va donner naissance au rein, mais également au primordium adrénogonadique, qui peut déjà être observé à E9 chez la souris par l'expression de SF1. Il y a ensuite à E11 une ségrégation entre le primordium gonadique et le primordium du cortex surrénalien, qui va ensuite être envahi par des cellules de la crête neurale qui vont s'agglutiner et former la médulla au centre de l'organe. Et enfin, après la naissance, il y a la mise en place du cortex mature qui va pousser le cortex fœtal vers la médulla et qui va ainsi former la zone X dans le modèle murin. Et cela va être accompagné par la mise en place de la zonation. Et l'étape supplémentaire qui se passe à la puberté, donc c'est là où je voulais revenir sur la zone X, car à la puberté, la zone X qui représente la zone fœtale va disparaître chez le mâle, mais elle va être maintenue chez la femelle. Et donc cela, chez l'adulte, on va pouvoir facilement identifier les surrénales mâles de celles des femelles par la présence ou non de cette zone X. Donc, l'homéostasie du cortex surrénalien chez l'adulte. Donc, le cortex est sous-divisé en différentes parties, la capsule, la zone glomérulée et la zone fasciculée. Et au cours de l'homéostasie, il a été montré qu'il y a une population de cellules progénitrices au sein de la zone glomérulée qui exprime Sonic-Hedgehog. Et cette population de cellules est capable de proliférer et de donner naissance à de nouvelles cellules stéroïdogéniques qui vont ensuite migrer et se différencier en cellules de la zone glomérulée. Et ces cellules qui expriment Sonic-Hedgehog, donc Sonic-Hedgehog va être reçu par les cellules de la capsule qui vont, elles, exprimer glien. Et les cellules de la capsule vont également exprimer respondin 3 qui va activer la voie de signalisation Wnt bêta-caténine au sein de la zone glomérulée. Et respondin 3 a été montré d'être requis pour la prolifération de la zone glomérulée, ainsi que la zonation de la zone glomérulée. Et donc, comme je l'ai mentionné, après la prolifération, les cellules se différencient en cellules de la zone glomérulée. Elles vont ensuite migrer de façon centripète vers le centre de l'organe, et lorsqu'elles migrent, elles vont se transdifférencier en cellules de la zone fasciculée. Et ensuite, lorsqu'elles atteignent la médulla ou la limite avec la zone X, elles vont entrer en apoptose. Et il y a donc un maintien de l'équilibre entre la prolifération dans la zone glomérulée et l'apoptose, afin de maintenir une taille de cortex constante au cours du stade adulte. Donc les deux questions que nous nous sommes posées, c'est est-ce que l'homéostasie du cortex surrénalien est différente entre les femelles et les mâles? Et si oui, qu'est-ce qui mène cette différence? Et donc pour étudier l'homéostasie du tissu, on a utilisé des techniques de traçage génétique des lignées cellulaires.
Donc, c'est des techniques qui sont utilisées dans le modèle murin. Et donc, j'ai pris ici comme exemple AXIN2 comme marqueur, comme promoteur. Et donc, AXIN2 est exclusivement exprimé dans les cellules de la zone glomérulée. Et en absence d'activation de la craie par le tamoxifène, toutes les cellules expriment une fluorescence rouge membranaire. Mais lorsque l'on induit par tamoxifène la craie, les cellules qui expriment spécifiquement AXIN2 vont être recombinées et vont exprimer une GFP membranaire à la place de la fluorescence rouge membranaire. Et donc, si on regarde plus tard après induction, donc l'induction prend entre 24 et 48 heures, et donc si on attend plus longtemps, on peut ainsi suivre les cellules qui ont été marquées par la GFP. Et elles vont aussi suivre les cellules qui sont descendantes des cellules initialement marquées. Donc la première partie, on s'est vraiment intéressé à l'homéostasie du cortex. Donc pour ça, on a d'abord regardé la prolifération. Donc je vous rappelle qu'on pense que la prolifération se passe dans la zone glomérulée. Et donc ici, en vert, la zone glomérulée, mâle, femelle. Et donc la première chose qu'on peut remarquer, c'est que la prolifération au sein de la zone glomérulée est plus importante chez les femelles que chez les mâles. Il y a une différence de 5 fois entre les deux. Et ce qu'on peut aussi remarquer, c'est qu'il y a une prolifération importante dans la zone fasciculée des femelles, qui est 15 fois plus importante que dans le mâle. En complément, on s'est aussi intéressé à l'apoptose. Et comme attendu, il y a une apoptose plus importante chez les femelles que chez les mâles. On a ensuite fait un traçage génétique, comme je vous ai précédemment expliqué. Et ce qu'on a pu observer en utilisant AXIN2, qui est spécifiquement exprimé dans la zone glomérulée. Donc après induction, on a effectivement un marquage uniquement dans la zone glomérulée des mâles et des femelles. Mais ce qu'on peut observer après 2 mois après induction ou 4 mois après induction, c'est que le renouvellement est plus rapide chez les femelles que chez le mâle. On a également quantifié ces résultats en utilisant une lignée similaire. Et cela confirme ce qu'on a observé au microscope. Donc après 2 jours, il n'y a pas de différence entre mâle et femelle. Mais après 3 mois, le cortex femelle est totalement remplacé, alors que le cortex mâle est environ à 70%. Et comme le remplacement a l'air linéaire, on peut s'attendre à ce que le cortex soit totalement renouvelé après 9 mois chez le mâle, ce qui serait 3 fois plus lent que chez la femelle. On s'est ensuite intéressé à un deuxième compartiment cellulaire, donc la capsule. Et comme précédemment, on a regardé à la prolifération, et la prolifération était augmentée de 4 fois chez les femelles par rapport aux mâles. Et on a également effectué du traçage génétique en utilisant GLI1, qui est spécifiquement exprimé dans les cellules de la capsule du cortex surrénalien. Et donc après induction, 2 jours, on peut observer un marquage dans la capsule. Et après 1 semaine et 2 mois, on peut observer chez la femelle un recrutement des cellules de la capsule, donc qui sont GFP positives, au sein du cortex, événement qui est assez rare chez le mâle. Cela a été confirmé par quantification. Et vous pouvez voir que la différence est assez importante entre les femelles et le mâle. Et enfin, juste pour compléter cette analyse de la capsule, on a également observé qu'une fois que les cellules de la capsule avaient incorporé la zone fasciculée du cortex surrénalien, elles étaient capables de réentrer dans le cycle cellulaire et de proliférer. Il y a donc un renouvellement cellulaire plus important dans le cortex des femelles, et cela est également accompagné avec une activité des cellules de la capsule et un recrutement des cellules de la capsule qui serait apparemment principalement utilisé chez les femelles. On s'est donc demandé quelle était la source de ces différences, et donc on a d'abord regardé à l'implication des chromosomes sexuels. Donc pour cela, avant de vous introduire mon modèle, je voudrais juste vous rappeler la détermination du sexe. Donc en l'absence du chromosome Y, il n'y a pas d'expression de SRY, et il y a donc activation de la voie Wnt bêta-caténine avec Wnt4 et respondin 1 qui va mener le développement ovarien.
En présence du chromosome Y, il y a expression de SRY qui va mener l'expression de SOX9. Et SOX9, lui, va induire le développement testiculaire. Et donc SOX9 est vraiment élémentaire pour le développement testiculaire et il peut inhiber le développement ovarien. Et donc le modèle que nous avons utilisé pour étudier le rôle des chromosomes sexuels, c'est des modèles d'inversion de sexe. Donc on a utilisé 2 modèles différents, mais je vais vous en présenter seulement un aujourd'hui, mais les 2 ont donné des résultats assez similaires. Et donc le modèle que nous avons utilisé, c'est une expression ectopique de SOX9, donc des femelles XX qui expriment SOX9 et qui vont donc se développer comme des mâles. Et donc si on regarde à l'histologie des glandes surrénales de ces animaux, donc ici, similaires aux mâles wild type sauvages, ils n'ont pas de zone X. Et le poids des surrénales de ces animaux est similaire également aux mâles sauvages. On a regardé la prolifération du compartiment capsulaire et on peut observer que, similairement aux résultats histologiques, la surrénale des mâles XX ont une prolifération capsulaire faible, similaire aux mâles sauvages. On a ensuite croisé ces animaux d'inversion de sexe avec le modèle de traçage génétique pour pouvoir suivre les cellules capsulaires dans ces animaux. Et ce qu'on a pu observer, c'est que ces animaux ne recrutent pas les cellules de la capsule, similairement aux mâles sauvages. Et donc l'activité des cellules de la capsule et leur recrutement semblent suivre le sexe gonadique plutôt que le sexe chromosomique. Et ça, c'est juste la quantification de ces images. Donc l'étape d'après, c'était de rechercher le rôle des hormones sexuelles, puisqu'il semble que les chromosomes n'ont pas d'importance. Donc pour cela, on a gardé le même modèle de traçage génétique, sauf qu'on a effectué des gonadectomies avant d'induire le traçage génétique. Donc on a effectué des gonadectomies chez l'adulte, chez des mâles et des femelles. On a ensuite attendu 2 semaines, puis induit au tamoxifène et sacrifié les animaux 1 mois plus tard. Donc tout d'abord, la prolifération des cellules de la capsule. On peut observer qu'il n'y a pas de différence entre les femelles qui ont été gonadectomisées et les femelles contrôle, mais que par contre, les mâles gonadectomisés ont une prolifération 3 fois plus importante que les mâles contrôle. Et ce qui est cohérent, on a également observé un recrutement plus important dans les mâles gonadectomisés que dans les mâles contrôle. Par contre, il n'y avait pas de différence chez les femelles gonadectomisées. Donc il semblerait que le fait d'enlever les testis ait un rôle sur le recrutement et la prolifération des cellules de la capsule. Par contre, enlever les ovaires n'avait apparemment pas d'impact. Donc on a poursuivi en faisant des traitements à la dihydrotestostérone, parce que la dihydrotestostérone est plus spécifique que la testostérone puisqu'elle ne peut pas être aromatisée en œstradiol. Et donc on a d'abord gonadectomisé les animaux à 8 semaines d'âge. On a attendu 2 semaines, puis on a traité avec de l'huile pour les contrôles ou de la testostérone 2 fois par jour pendant 6 semaines. Et après 2 semaines de traitement, on a induit au tamoxifène pour le traçage génétique. On a pu observer une diminution de la prolifération dans les femelles qui étaient traitées à la dihydrotestostérone par rapport aux femelles contrôle. Et lorsqu'on a étudié le recrutement des cellules capsulaires au cortex, on peut voir qu'il y a une inhibition importante dans les femelles qui ont été traitées à la dihydrotestostérone. Donc il semblerait que la dihydrotestostérone ait un effet inhibiteur sur les cellules de la capsule en tant que prolifération, mais également pour leur recrutement.
Donc en conclusion, le modèle que je vous ai présenté au début de cette présentation semblerait en fait être le modèle pour le mâle, car chez la femelle, on a une prolifération plus importante dans la zone glomérulée, mais également une prolifération importante dans la zone fasciculée, et ceci est accompagné avec une augmentation de l'apoptose. Il y a également une contribution des cellules de la capsule au renouvellement cellulaire du cortex femelle, avec une prolifération plus importante. Lorsqu'on enlève les testis, on peut observer une augmentation de la prolifération de la capsule ainsi que de leur recrutement au renouvellement cellulaire du cortex. Et lorsque l'on gonadectomise des femelles et qu'on les supplémente avec de l'ADHT, on peut abolir la prolifération du compartiment cellulaire de la capsule ainsi que leur recrutement au cortex. Et donc on a pu montrer qu'il y avait un renouvellement cellulaire important dans le cortex de la glande surrénale et que ce renouvellement cellulaire était plus important chez les femelles que chez le mâle. En particulier, il y a une prolifération et une contribution des cellules de la capsule au cortex surrénalien femelle. Et la DHT semble inhiber l'activité des cellules capsulaires. Pour les perspectives, on aimerait identifier des voies de signalisation et des gènes qui jouent un rôle dans cette différence entre mâle et femelle et qui pourraient ensuite être appliqués au modèle humain pour voir s'il y a également une différence dans l'homéostasie cellulaire du cortex surrénalien chez l'homme. On souhaiterait également comprendre le rôle physiologique de ces différences de renouvellement cellulaire entre mâle et femelle et pouvoir savoir si cette différence d'homéostasie joue un rôle dans le développement des maladies du cortex surrénalien. Merci.